Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'être là, ici, bien au chaud, à la Maison de la Poésie, pour cette 8e cérémonie de remise du prix hors concours. C'est pour vous, c'est pour nous, le point qui marque l'apogée de cette aventure littéraire, le point culminant d'une année entière passée à découvrir des textes, des auteurs, des éditeurs, des artistes téméraires et engagés qui font de cette édition alternative, qu'on appelle l'édition indépendante, une édition particulière et qui nous tient à cœur. Ce que nous partageons aujourd'hui, ce sont des valeurs fortes qui nous réunissent et nous permettent de répondre à un besoin. En regardant dans le rétroviseur de ces 8 dernières éditions, je me faisais la réflexion qu'on explore chaque fois une nouvelle facette de l'édition indépendante, mais aussi chaque fois quelque chose qui nous anime profondément. L'audace, cette liberté de création, d'agir en dehors des sentiers battus, à la force de nos doigts et de nos idées et de nos convictions. La liberté, justement, de penser, de se déplacer, de rencontrer l'autre au-delà des frontières et de faire vivre la langue, et cette langue qu'on appelle la francophonie. Ce fameux bien commun, cet espace que nous partageons et dont nous manquons parfois, que nous chérissons tous, qui transforme la communication en littérature. L'indépendance, bien sûr, ce libre arbitre tellement mis à mal et qu'il faut qu'on ait à cœur de chérir et de conserver. Et cette forme d'irrévérence qui fait de la littérature un espace des possibles où il est possible justement d'essayer, de tester, de tenter. Ici, tout n'est jamais totalement abouti, au sens où on est toujours en recherche. C'est un espace d'expérimentation. Ces briques, qui construisent année après année notre rapport au monde, nous permettent de créer un lieu non dogmatique, où nous pouvons vivre ensemble et vivre intensément. L'édition indépendante publie des auteurs jeunes, parfois aussi de très jeunes auteurs, contemporains, en prise avec le réel, et les écrits disent beaucoup du monde que nous traversons. C'est pourquoi, cette année, nous avons fait appel à l'illustratrice norvégienne Lotta Kohler pour dessiner une affiche que vous voyez derrière moi et qui représente bien notre besoin d'agir sur le monde pour en faire émerger de la douceur, de la créativité et de l'intelligence. On aimerait que les poings levés brandissent autre chose que les armes et la haine. Le prix hors concours n'est pas là pour créer du désordre, mais pour générer de la magie. Nous avons choisi la grâce de Julie, danseuse et chorégraphe à la Fabrique de la Danse, que vous venez de voir, pour mettre le corps au cœur de la cérémonie, lui donner la place, le mettre en mouvement, car nous avons ce sentiment intime, sensible, que lire n'est pas seulement une activité intellectuelle, une mise en forme de l'esprit. On peut lire assis, on peut lire debout, on peut lire couché, on peut lire les pieds en l'air. On lit toujours avec son corps. Chaque fois qu'on plonge dans un livre, qu'on écoute un livre, on ressent, on s'agite, on frissonne, on s'impatiente parfois, on rit, on fond en larmes, et ces sensations, guidées par le talent d'un auteur, viennent rencontrer notre capacité d'empathie. Des fois, je me dis qu'on devrait apprendre à respirer quand on lit un texte, comme on apprend à poser sa respiration quand on danse, quand on dribble ou quand on frappe une balle au tennis, pour mieux apprécier le moment, être traversé par ce qu'on reçoit et le ressentir encore plus intensément. Lire, ça s'apprend. La perception des mots, des phrases, d'un texte s'affine avec l'expérience et la pratique. Cette recherche et ce mouvement est ce qui nous relie ici et ce qui nous donne la curiosité de découvrir des textes différents. Il y a l'univers, il y a le rythme, il y a les personnages, mais il y a surtout ces apostrophes, ces contretemps, ces virgules qui nous projettent sans qu'on sache où on va retomber.
Lire, c'est parfois s'arrêter, rêver, comprendre une amie en difficulté, faire cuire un animal mort dans le fond d'une grotte, des fois avoir le sentiment d'étouffer, ou courir amoureux, main dans la main, dans les pentes d'une vallée. C'est avoir 1000 vies, et comme un acteur, les vivre chacune de l'intérieur. Ces valeurs, qui sont à la base du prix hors concours, nous les partageons avec nos soutiens, que je tiens à remercier pour leur fidélité, et qui nous aident à mettre en œuvre et à développer toutes les actions tout au long de l'année. La région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, la SOFIA, la mairie de Paris, également France Télévisions. Mais à mes côtés aussi, aujourd'hui, et pour partager cet élan, j'ai la chance de vous présenter l'équipe 2023 du prix hors concours, Christine et Léo. Qui partagent ces convictions et qui donnent leur temps et leur énergie pour faire vivre le prix, ses actions et faire connaître les auteurs et les textes que vous allez découvrir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci Gaël, merci, c'est beau, c'est très beau. Voilà, c'est une première pour moi aussi. Et c'est vrai que œuvrer à mettre en place ce prix et cette cérémonie, c'est un symbole fort en fait. C'est parce que selon moi, c'est significatif en fait d'un désir de faire bouger les codes, de rebattre les cartes et d'essayer de percevoir la littérature à travers un prisme nouveau. Parce qu'en un sens, quand on redéfinit les lignes, c'est aussi les nôtres qu'on voit bouger. Et ça rejoint ce que disait Gaël, c'est-à-dire que la littérature indépendante, c'est une force qui nous inspire et qui nous change. Qui nous change, mais qui vous change aussi, puisque vous êtes chaque fois, chaque année, à chaque édition, un peu plus nombreux à rejoindre l'aventure hors concours. Cette année, vous étiez près de 500 à participer au prix. 500 lecteurs et lectrices qui font vivre, en fait, tout simplement l'édition indépendante en donnant une chance à ces textes et en votant à chaque fois pour leurs 5 extraits favoris. Les 5 ouvrages dont nous allons parler ce soir, ce sont les ouvrages que vous avez choisis. Donc au final, et c'est ce qui est beau, c'est qu'il y a un peu de vous tous, un peu de vous toutes dans cette cérémonie. Et de manière plus large encore, sont près de 1000 personnes qui s'investissent dans ce prix chaque année, à petite ou à grande échelle, des auteurs, des éditeurs évidemment, des lecteurs, des journalistes, des professionnels du monde du livre en tout genre. Mais puisque 1000 personnes, ça fait beaucoup et que pour des raisons pratiques, vous ne pouvez pas toutes rentrer dans la salle, sinon vous allez être un peu serrés, on a souhaité vraiment cette année faire de cette cérémonie quelque chose de marquant, quelque chose de beau, qui fasse ressentir à quel point ce prix nous tient à cœur. Et justement, pour le déroulé de cette cérémonie, je vais laisser la parole à Christine. Bonsoir, merci Léo, bonsoir à tous. Pour moi, c'est une première aussi, mais une belle première. Donc, nous avons eu le grand plaisir de nous plonger dans 5 textes, 5 livres aussi différents les uns que les autres. Des nuits prodigieuses à la femme paradis, de Thelma à la vallée des Lazars, et encore Murmure. Autant de mots, de sentiments qui nous ont transportés dans des univers riches et singuliers, ceux des auteurs. C'est aussi bien sûr un moment tout particulier, celui de découvrir des maisons d'édition de littérature francophone et contemporaine, des maisons engagées, empreintes de liberté et de nouveauté. Les éditions Agulot, Elissade, Le mot et le reste, Fugue, Equidam. 5 éditeurs, 5 auteurs, 5 livres que nous vous invitons tout de suite après à découvrir ou à redécouvrir autour des interviews des membres du jury. Le jury, qui est constitué de 6 journalistes littéraires, de David Medioni, qui est rédacteur en chef de Ernest, Isabelle Motreau, journaliste à Cosette, Inès de la Motte Saint-Pierre, qui est journaliste à la Grande Librairie, Stéphanie Caillat, journaliste à France Télévisions, et l'influenceuse littéraire Cécile Truy, de l'Instagram Passage des mots, le Passage des mots.
Et vous allez découvrir aussi les lectures du comédien David Sidibé. Les lauréats du prix hors concours et de la mention du public seront annoncés ensuite, au terme de cette cérémonie que nous vous souhaitons flamboyante. Nous vous souhaitons une belle soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravi d'être là pour une nouvelle année du prix hors concours, un prix qui, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, mêle audace, créativité et douceur. Et je crois que dans le livre de Eva Desulliers, Les Nuits prodigieuses, il y a ces trois choses, l'audace, la douceur, la créativité. Je suis ravi, Eva, d'être avec vous ce soir. Merci. Pour évoquer donc Les Nuits prodigieuses, un roman somptueux qui est un conte humaniste qui emmène le lecteur dans un village nommé Machado, à la frontière franco-espagnole, où des clandestins se font refouler et où il est aussi question de rencontre avec l'autre, de fraternité, mais aussi d'un peu de réalisme magique. On va en parler, un réalisme magique qui donne au livre une forme de une impression de lecture très agréable, vraiment. Et il est aussi question, dans ce roman, de Guillermo, qui a construit une machine à aimer. Alors, pour commencer notre discussion, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui avait été le déclencheur de cette envie de raconter un moment du monde, le drame des clandestins notamment, avec une forme d'histoire magique. Alors, l'idée, c'était de faire de ce roman une sorte de conte. À la fois, comme vous le dites, il y a ce côté un peu ancré dans le réel, avec cette frontière qui, bien sûr, n'est pas déconnectée du monde. Et en même temps, Machado est un village qui n'existe pas, qui est fictif, et dans lequel les règles de la réalité sont un petit peu fluctuantes. L'idée, c'était d'accéder, comme le conte le permet, à cette petite marge où on peut articuler le réel, des situations concrètes et l'universel, et des réflexions qui sont peut-être amenées à parler de plusieurs situations, à parler de plusieurs choses. Alors, chaque personnage est archétypal, comme c'est la règle des contes. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer justement avec ces archétypes de personnages ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans les personnages de contes, les personnages forts, très tranchés comme ça, c'est le moment où ces personnages, bien sûr, ils ont un caractère très tranché, mais chaque personnage pose une question. Alors la question que pose Ange, par exemple, c'est la question du bien et du mal. Est-ce que ce que je fais de mal n'est pas ce que je fais de meilleur, finalement ? Est-ce que quand je contreviens aux règles, je ne suis pas en train d'être quelqu'un de bien ? Donc chaque personnage pose une question, le bien et le mal, l'amour et la haine, l'altérité et la fraternité, et permet au lecteur, je l'espère, de
de s'interroger ou de réfléchir, peut-être aussi de rêver sur ces différentes grandes questions. Alors justement, vous parlez de rêve, il y a un passage qui dit la chose suivante: un fou a inventé une machine à aimer sans discernement, sans limite, sans borne, à aimer absolument et infiniment. Un autre l'a construite, elle est passée de main en main. J'avais envie de vous interroger sur cette machine à aimer. Comment cette idée de machine à aimer vous est venue, et puis surtout, finalement, est-ce que c'est utile pour l'humanité de créer des machines à aimer pour guérir l'humanité de ces maux? Alors, c'est une bonne question à laquelle les personnages du roman tentent de répondre sans vraiment apporter de réponse tranchée. Alors, moi, l'image de la machine à aimer, elle m'est venue dans un moment un peu particulier de ma vie, au moment où j'ai perdu mon père, en fait. Et quand je suis rentrée chez moi, il y avait tout autour de moi ces objets qu'il m'avait offerts ou qui étaient des souvenirs, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de la présence magique de l'objet, de sa faculté quelquefois de se signaler à nous, de nous parler, peut-être de contrer la mort. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de magique dans les objets. Et je me suis mise à rêver à porter cette idée à son terme, à son paroxysme, en disant qu'est-ce qui se passerait si on avait quelque chose de très concret, une machine qui portait une idée, une idée très abstraite, c'est l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si l'humanité devrait construire ce genre de machine. Peut-être que déjà il faudrait s'interroger pour savoir si on est capable de recevoir l'amour comme ça, sans discernement. Ce qui d'ailleurs, c'est une question du livre. Voilà, il faut de l'humilité pour recevoir l'amour. Est-ce que quiconque a suffisamment d'humilité? Voilà, l'idée de cette machine, c'était de s'interroger sur notre rapport à l'amour. L'amour, c'est ce que tout le monde désire. L'amour inconditionnel, c'est ce que tout le monde veut depuis sa tendre enfance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Parce que cette machine, en fait, sans se repentir, on ne sait pas si elle fonctionne ou si la simple idée suffit au questionnement. Il y a aussi dans votre livre ces villages avec des superstitions, ça permet des scènes très cocasses et puis des scènes qui sont plutôt plus dramatiques. Comment vous avez géré cette oscillation et qu'est-ce que vous vouliez aussi interroger à travers justement ces superstitions de village? C'est vrai que la place de ces légendes, ce que je voulais, c'était donner à ce village un substrat légendaire assez important, une sorte de millefeuille que j'ai puisé dans différentes mythologies ou fonds légendaires et mélangé. Toujours dans cette idée de faire de Machado un village qui résume en fait de grands questionnements intemporels et universels sur l'homme. L'idée, c'était de rassembler à travers toutes ces légendes qui sont pour certaines inventées ou mélangées, inventer un lieu où on pourrait interroger l'homme en allant chercher des pistes de réflexion dans toutes les cultures. Ça résonne avec la phrase du poète Machado, justement, sur le chemin vient en cheminant. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez à l'esprit quand vous avez créé ce village fictif? Oui, le nom, bien sûr. Il y a beaucoup de chemins dans ce roman, beaucoup de routes. Voilà. On s'y perd, on s'y trouve aussi sans s'y attendre. Les personnages se déplacent finalement, même si le village est assez clos. On y bouge beaucoup. Donc oui, l'idée du cheminement qui est, sur un plan un peu plus métaphorique, qui est aussi le cheminement qu'on peut faire à travers ce conte, dans notre rêverie, notre réflexion sur l'amour. Deux petites questions pour terminer. Quel est votre conte favori, si j'ose dire? Alors, je pourrais donner deux réponses. Alors, ce ne sont pas vraiment des contes, mais j'ai beaucoup lu les fables de La Fontaine, qui se retrouvent, je trouve, beaucoup finalement dans mon imaginaire. Comme dit La Fontaine, tout parle en mon ouvrage, et même les objets. On lui dit même les poissons, mais enfin, même les objets parlent et murmurent, et tout a une voix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai
que j'ai beaucoup retenu de La Fontaine. Et puis en ce qui concerne les contes, Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz avec tout ce lieu aussi symbolique. Et allez, dernière question. Vous parliez des objets qui vous ont parlé à un moment de votre vie. Quel est, vous, votre rosebud, comme dit Orson Welles, ou quelle est votre machine à aimer à vous? J'ai bien peur qu'elle soit immatérielle. Elle n'existe que dans le papier. Eh bien, c'est peut-être les plus beaux objets. On va écouter un extrait de votre livre qui se situe au début du roman. Et merci beaucoup, Eva, et bravo pour ce livre magnifique. Merci beaucoup. Ce soir, il y a du monde au bar du Vélo Polvoroso. Et personne ne fait attention à moi. 3 soldats sont arrivés tout à l'heure avec 8 clandestins. Ils boivent en attendant l'heure propice. Les fugitifs se tiennent en retrait dans le coin du bar. Immobiles. Ils ressemblent à des statues de cire, oui. Les lampes à pétrole éclairent leur visage, mais pas leur corps. Une femme très pâle fixe le sol, la bouche entr'ouverte, comme les poissons qui ne pleurent pas. À côté d'elle, un vieillard résigné regarde dans le vide. Sa figure semble un masque gravé dans un bois blanc très sec. Il y a aussi 2 jeunes garçons dont les traits d'enfant n'ont pas encore disparu. Ils ont l'air effarés et blêmes des gosses qui viennent de recevoir une gifle. C'est sûrement leur premier échec. Leur voisin ridé a une grosse lèvre qui tremble dans la pénombre. Il y a encore 2 vieilles, maigres, enroulées de châles, qui lèvent le menton. L'éclat de leurs prunelles passerait presque pour la violence d'une révolte silencieuse, mais ce ne sont que des larmes d'impuissance. C'est tout. Parmi ces statues tristes, un homme pas très grand s'agite. C'est le 8e et dernier clandestin. Il a les yeux noirs et creusés, les cheveux foncés, et son front brille de sueur. Il remue d'une jambe sur l'autre et se gratte le flanc, comme s'il avait une maladie de peau, oui. Personne ne prête la moindre attention à ce bonhomme-là qui a l'air d'avoir la fièvre. Il paraît que les clandestins ont toutes sortes de maladies et qu'ils peuvent nous contaminer, pourvu qu'ils les emmènent vite. Ils attendent la nuit noire. La frontière n'est qu'à quelques mètres du Vélo Polvoroso, c'est comme j'ai dit, mais ils les pousseront plus loin, dans la montagne. Je me lève pour partir. Alors que je m'approche de la porte, une main se referme sur mon bras. « Seigneur, c'est lui, le 8e clandestin, le petit homme qui se gratte. » Il s'est faufilé jusqu'au recoin plein d'ombre. Pendant que les soldats trinquent, je tremble sans oser me dégager. « Pardon, excusez-moi, j'allais sortir. »« Un instant, camarade, » me chuchote-t-il précipitamment. « Un instant, pour un frère qui te supplie de l'écouter. Car nous sommes tous des frères, n'est-ce pas? Puisque nous avons tous peur. Écoute, j'ai besoin de ton aide ce soir. » Je recule, effrayé, sans oser parler. La folie me fait signe au fond de ses yeux noirs, à moins que ce ne soit que la panique. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit à cause de son accent. Il est robuste, oui, et son étreinte me fait mal au bras. Mon ami, mon frère, ne pars pas. Je te fais peur, tu ne me connais pas. Je m'appelle Guillermo Santin et je vais être expulsé ce soir. Il s'incline pour saluer, comme au théâtre, et je fais encore un pas en arrière. Vois. Maintenant, tu sais à qui tu as affaire. Alors, veux-tu bien m'aider, mon ami? Veux-tu aider un camarade?
stack our living golden footsteps. When our feet are as dark as those strands. When the hair past they look so twisted. And I think that she knows that I like that. Or maybe not, cause she's all about her. And she'll be damned if she can. But I thought of her. A talent girl, I know she's seen no value in her season. I think if you try, she could understand what it is. And I know how to be for she's doing and I swear, how can you my heart say yeah? Alors, nous voici là en train de dévoiler le deuxième livre de cette sélection de 5 qui est en lice pour le prix. Bonsoir Caroline Bouffaut. Bonsoir. Alors, vous avez écrit, c'est votre premier roman, Thelma, dont je vais faire le pitch. Alors, si jamais ça ne va pas, vous me reprenez. Hein. Alors, Thelma Gardel a 15 ans. Elle est anorexique, et une anorexie qui est incarnée par une voix qu'elle entend en permanence, qu'elle appelle l'entraîneur. Et cet entraîneur, en fait, il lui impose une vie de privation, de discipline de fer, et d'autant que Thelma, elle pratique la course à pied avec une rigueur implacable, comme tout ce qu'elle fait. Hein. C'est le problème de l'anorexie en général. Mais Thelma, elle sait qu'elle est malade et elle veut s'en sortir. Ça, on le sait très vite. Et elle va, avec l'aide de sa meilleure amie Violette, se fixer un objectif, une sorte de défi qui devrait la sortir de sa maladie. Et je ne vous en dis pas plus. Est-ce que c'est une bonne idée? On ne sait pas. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est parfait. Alors, c'est votre premier roman, Caroline Bouffaut. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, quand on lit ce livre, vous avez une maîtrise du style très impressionnante. Et vous avez déclaré que ce qui vous avait décidé à écrire, ce sont 2 déclics. Alors, ça m'a intriguée. Le premier, pas tellement, parce que le premier déclic, c'est relire des journaux intimes de l'époque où vous aviez vous-même 15 ans. Donc, on se dit, bon, comme tous les premiers romans, il y a un peu d'autobiographie, c'est normal. Mais aussi la lecture du livre du cinéaste et professeur Yves Lavandier, qui s'appelle « La dramaturgie ». Alors là, pourquoi ? Parce que dans cet ouvrage, en fait, Yves Lavandier, il parle beaucoup de ce qui crée un personnage marquant dans une histoire. Et donc, il développe toute une théorie autour du conflit, en expliquant que plus le conflit est interne, plus le conflit est intériorisé, plus l'histoire a une chance d'avancer et d'intéresser un lecteur. Et donc, moi, j'avais en lecture donc, ces vieux journaux où je voyais des contradictions à chaque ligne, et donc un conflit intérieur évident. Et je me suis dit, oui, il faut faire quelque chose de cette matière-là. La maladie mentale, ou en tout cas l'anorexie, c'est le conflit intérieur parfait pour créer une histoire. Et donc c'est comme ça que j'ai créé donc, le personnage de Thelma et son antagoniste imaginaire qui est l'entraîneur. Alors l'entraîneur, on apprend à le connaître tout au long du livre, et évidemment, c'est vraiment l'incarnation de l'anorexie avec tout ce qu'elle a de sans pitié, en fait. Hein. C'est quelque chose de vraiment sans pitié et sans fin. On espère que non, mais c'est son but. Mais on découvre aussi son entourage à Thelma. Alors, il y a ses parents, bien sûr, il y a sa petite sœur, il y a son amie Violette, qui, elle, n'est pas du tout anorexique. Et on se rend compte, par contre, que justement, cette maladie, elle impacte énormément l'entourage, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, du mal à comprendre, et du mal à guérir, en fait, ou en tout cas, on a du mal à se comporter correctement. Est-ce que c'est une sorte de message que vous avez voulu adresser à l'entourage des gens qui ont cette maladie? Je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup d'essayer de me mettre dans la peau de tout cet entourage. Donc, des parents, c'est un entourage, alors Thelma, elle a beaucoup de chance, hein, c'est un entourage qui est quand même hyper bienveillant, qui tolère énormément de choses de sa part, puisque donc
enfin, même un adolescent qui souffrirait pas de ce genre de maladie, ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Avec cette maladie en plus, il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés. Donc elle a cette chance-là d'avoir un entourage qui l'aide. Mais oui, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de mettre à la place de toute cette galerie de personnages et de faire évoluer l'histoire dans le sens où, au départ, on est très, très auto-centré. On est vraiment essentiellement dans la tête de Thelma, dans sa lutte avec l'entraîneur. Et puis, peu à peu, donc, on va découvrir son père, sa mère, sa copine, son prof de sport, qui ont tous des rôles un peu différents, qui essayent tous de l'aider à leur manière, pas forcément avec les meilleures initiatives. Oui, pas forcément la bonne. Hein. Voilà, mais c'était aussi de montrer que quand on a envie d'aider quelqu'un qu'on aime, parfois on ne prend pas les bonnes décisions, et puis on est un petit peu poussé à bout, et donc voilà, je pense pas que ce soit des conseils. Par exemple, je donnerais pas du tout à quelqu'un dont la fille est anorexique le conseil de la pousser à séduire un prof de lycée. C'est pas... c'est un des épisodes des rebondissements du livre. En revanche, voilà, de voir comment, dans ce genre de situation, on peut réagir avec nos différentes sensibilités, ça m'intéressait. Mais alors, cet entourage, ça vous permet aussi d'avoir un ton tout à fait inattendu quand on traite de l'anorexie, qui est quand même une maladie grave, parfois mortelle. Et cet entourage qui est très différent et qu'on rencontre par petites touches au début, ça vous permet quand même d'ajouter de la légèreté, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre, ce qui est, comme je le disais, un tour de force quand même. Alors c'est vrai que moi, dès le départ, quand j'ai décidé d'écrire autour de l'adolescence et de l'anorexie, j'avais vraiment pas envie d'écrire un livre plombant. Il y en a déjà plein sur ce même sujet, donc c'était pas vraiment la peine d'en rajouter. Et puis surtout, j'avais envie de dépeindre, que le livre traite de ce sujet plus large que l'anorexie. Donc ça devait parler d'adolescence, de fratrie, de famille. Et puis Thelma, elle a une vision de sa maladie, en tout cas elle la ressent comme une sorte de préparation avant sa vraie vie. Donc elle la voit comme un sas où elle est en train de se préparer, où elle doit accepter des choses très très difficiles, des privations, un entraînement acharné, mais tout ça en vue d'un jour arrêter, d'un jour de guérir, de se débarrasser de ça et de faire un peu son entrée dans la vie. Et donc j'avais envie que ça ressorte, donc plus comme une pulsion de vie que comme quelque chose de mortifère. Mais alors justement, il y a évidemment le corps est au cœur, si j'ose dire, du livre, puisque l'anorexie, ça touche vraiment, c'est psychologique, mais ça touche vraiment au corps et à tout ce qui est de plus concret. Mais ce qui est doublé par le fait que Thelma, elle a 15 ans. Donc c'est de toute façon une période où le corps est en pleine transformation, puisqu'on on découvre des tas de choses, surtout quand on est une jeune fille. Ce corps qui est en proie au désir. Et donc là aussi, c'est une sorte de sas pour passer à la vraie vie, l'adolescence. C'était compliqué de traiter les deux, j'imagine, quand vous l'avez écrit. C'était intéressant. Enfin, oui, je pense que c'est très réussi, je dois dire. Mais c'est vrai que c'est un tissage. Je pense que le fait que Thelma, au fil des chapitres, va commencer à éprouver des sentiments, pas forcément pour les bonnes personnes, mais en tout cas être un peu plus en lien avec la partie charnelle. Oui. Avec le désir, en fait. Voilà, ça commence à indiquer que la maladie est peut-être pas complètement derrière elle, mais qu'en tout cas, elle commence à la maîtriser. Et donc, j'avais envie que les deux choses se bâtissent en parallèle, puisque c'est ça dans la vie. Enfin, il n'y a pas forcément des séquences très, très claires, mais voilà, les choses se font en parallèle, et puis on essaye d'aller dans la bonne direction. Et avance de connivence, on peut dire. Alors, on va faire une sorte d'amuse-bouche, si j'ose dire, parce que c'est un livre qui parle beaucoup de nourriture et de saveurs quand même. Il y a quand même
Beaucoup de sensualité dans ce livre qui parle de privation. Et curieusement, c'est un livre plein de saveurs et plein de douceur aussi et d'espoir. Et donc, je propose une sorte d'amuse-bouche, donc, comme je disais, à ce livre avec un extrait. Qui est tiré du premier chapitre, donc c'est tout au début du livre. Et puis on va plonger directement dans le quotidien de l'héroïne et au plus près de ses sensations. Dans la salle d'attente, elle s'assied, croise les jambes et passe ses doigts contre son legging, par-dessous, pour souder ses lèvres l'une contre l'autre à travers le tissu. Normalement, cela diffère l'envie d'uriner. Mais dès qu'elle retire sa main, la pesanteur réapparaît. Se changer les idées. Son portable ne dispose que de 5% de batterie. Elle attrape Grazia sur le présentoir. Quelqu'un a rempli le test. Quelle amoureuse êtes-vous ? Au stylo vert, à côté de ses réponses de la semaine dernière. Ils n'ont rien coché de commun. Mais comme elle avait calculé son compte pour tomber sur amante fusionnelle, difficile de tirer des conclusions. Elle se demande qui est l'autre. Peut-être quelqu'un de son lycée, un alter ego en liberté surveillée. Tout en elle sue. Son corps cherche à se débarrasser de l'excès de liquide par tous les moyens. Combien de litres peut-on perdre par la transpiration ? Est-ce que le poids de l'eau reste sur la peau ? Quelle proportion s'évapore ? Elle ne veut pas qu'il se méfie. Surtout qu'ils n'ont pas de raison de se méfier. Elle va de mieux en mieux. Elle appuie plus fort sur son entrejambe. Elle aurait dû apporter un carnet pour réfléchir à la disserte. Le prof avait l'air si fier de son sujet. Un personnage de roman doit-il être admirable pour intéresser le public ? À côté de Thelma, Violette a mimé le suicide par balle. Thelma a promis de l'aider pour le plan. Elles s'appelleront ce soir. Dans 3 minutes, elle se pisse dessus. Est-ce que le docteur la pousse dans ses retranchements ? Ce serait tellement dommage qu'il soupçonne quoi que ce soit. Elle qui fait tout ça pour eux. Eux, les adultes, qu'il faudra remercier le jour où. Parents, médecins, gynéco, psychiatres. Guérir, c'est aussi pour elle, bien sûr. Elle le sait, évidemment. Elle est en bonne voie. L'horizon s'éclaircit, ses tripes ne mentent pas. C'est pour ça que si la balance affiche 2 kilos de moins qu'attendu, la claque sera terrible et tellement injuste après ses efforts des dernières semaines. On s'inquiétera, on renforcera la traque, on ne la croira plus. Et si on ne la croit plus, elle n'y croira plus non plus. L'élan s'arrêtera net, la vraie vie s'éloignera un peu plus. On prendra des mois dans la vue, peut-être des années. Elle ne peut pas s'offrir, pour le moment, le confort de la vérité. Elle doit arranger la réalité pour placer toutes les chances de son côté, le temps de rattraper le chiffre officiel. Le docteur raccompagne une dame âgée à la porte. Thelma se lève, l'abdomen gonflé, comme un bébé somalien sur les posters d'opération bol de riz. Le médecin ne remarque rien. Comme d'habitude, il est obsédé par l'écran digital sous les chaussettes de Thelma. 43, ça ne bouge pas beaucoup. Tu prends tes vitamines ? Oui ? Non. Elle en a décortiqué la composition. L'excipient qui enrobe les gélules finit en ose. Du sucre en embuscade. Elle a trouvé ça mesquin de la part de Meunier. Une trahison un peu minable. De toute façon, elle ne lui fait pas confiance. Il est à la solde de ses parents et ne se donne même pas la peine de prétendre le contraire. Et le fer aussi, comme si elle avait le choix. 1 fois par mois, une prise de sang contrôle son taux de ferritine. Sa mère a prévenu, c'est ça ou la viande rouge. Du coup, c'est ça. Quelques gouttes tombent dans sa culotte. Elle demande si elle peut y aller. 1 tonne de devoirs pour demain et une desserte à commencer. Ça carbure toujours au lycée. Hein ? Oui, ça va. Le travail scolaire, c'est important, Thelma. Mais moins que ta santé. Bien. À mercredi prochain, même heure.
Donc un extrait de Thelma de Caroline Bouffot aux éditions Fugue. Pierre Chavagnier, vous êtes l'auteur du roman La femme paradis, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Alors, La femme paradis, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit réfugiée dans la forêt depuis 6 ans. Elle a appris les règles de la nature et du monde sauvage. Elle a réduit sa vie à l'essentiel, c'est-à-dire chasser pour manger, boire et méditer. Elle a réduit simplement sa vie à la survie. Elle a fui, mais on ne sait pas quoi, ni pourquoi. D'ailleurs, on ne sait rien de cette femme, pas même son nom. Et un jour, une détonation va bousculer son quotidien. Et là vont ressurgir des souvenirs dont le lecteur va pouvoir assembler petit à petit pour comprendre cette femme qui est à la fois forte et fragile. Alors ma première question, c'est pourquoi avoir choisi une femme comme héroïne de votre roman ? Ça s'est imposé assez rapidement. Je sortais, donc c'est mon 3e roman, et je sortais d'un livre sur un duelliste qui a failli s'appeler les âmes vertueuses, enfin les malvertus, donc vraiment sur un homme et toutes les qualités viriles d'un homme au XVIIe siècle qui se battait. Et il y avait énormément de personnages, énormément de dialogues, de péripéties, avec une langue très travaillée du XVIIe siècle. Et j'ai choisi d'écrire un livre sans dialogue, quasiment sans dialogue, avec un personnage seul, solitaire, où on ne peut pas avoir d'échange. Et ça s'est imposé à moi que ça soit une femme, en fait, de prendre le contre-pied de tout ce que j'avais fait auparavant. Et je pense qu'avec un homme, beaucoup de ses réactions seraient interprétées différemment. Et parce qu'il y a une violence en elle, il y a beaucoup de beauté, beaucoup de poésie, il y a beaucoup de fragilité, mais il y a aussi beaucoup de force qu'elle n'arrive pas à maîtriser, c'est-à-dire qui se transforme en rage. Et si ça avait été un homme, on aurait pu projeter un autre imaginaire sur cette personne. Alors que là, quand j'en parle à certains lecteurs, il y a des personnes qui voient en elle une écoféministe, qui s'assume, qui essaye de prendre en charge sa vie et d'affronter la nature, et d'autres qui en voient plutôt une sorte de Rambo féminin, en fait. Et c'est les deux bords de l'échiquier politique, et c'est assez drôle de voir ça, parce que chacun s'approprie sa femme paradis et projette son imaginaire dessus. Donc j'ai réussi mon coup, c'est-à-dire que j'ai assez d'écrit pour que ça soit très lisible et vivant, mais j'ai laissé assez de creux pour qu'on puisse y projeter tout ce qu'on veut, en fait. Et vous dites que dans votre dernier roman, il y avait beaucoup de dialogues. Là, il n'y en a pas, mais la femme parle de son écriture à travers un journal intime. Est-ce que vous avez projeté les dialogues comme ça, finalement ? Oui, alors ça, c'était mon astuce pour ne pas respecter ma consigne. Donc en fait, il y a une double narration. Moi, j'ai énormément d'idées pour des romans. J'en ai même trop. Il faut choisir. Mais je sais que j'ai un roman quand j'ai une voix dans la tête qui fonctionne. C'est-à-dire, pour avoir une histoire, pour moi, un roman, c'est une histoire et un ton, une voix. Et donc cette voix, c'était une voix féminine, mais ce n'était pas celle de La femme paradis. Et en fait, cette narration lente, ample, mais qui n'est pas jugeant, qui ne rentre pas dans la tête des personnages, ce n'est pas un narrateur omniscient. Pour moi, c'est la voix de la nature. Et j'avais mon narrateur de l'histoire, c'est la nature quelque part qui raconte l'histoire. Et la femme est venue se poser dessus
par un journal intime, parce qu'elle ressent une urgence sur sa vie, sur le danger. Et alors qu'elle est restée muette quasiment toute sa vie, c'est une personne, c'est juste une silhouette, elle ressent le besoin de s'exprimer, pour laisser quelque chose. Et c'est à partir de là, cette fragilité entre une nature qui ne juge pas, mais qui avance toujours au présent et qui assène des faits, et cette personne qui essaye de se souvenir de quelque chose dont elle a tout oublié, elle se retrouve à écrire, mais par petites touches, c'est presque impressionniste, et on rentre dans sa vie et dans son imaginaire de cette manière. D'accord. Et alors, on sait très peu de choses de cette femme, mais vous avez mis des petites touches de sa vie du passé. Comment vous avez choisi ces éléments-là ? En fait, le roman, à l'origine, il n'est pas sur la femme. C'est ça qui était intéressant, c'était vraiment sur la nature. Et pour moi, mon objectif, c'était vraiment faire un livre de nature writing, donc vraiment à l'américaine, c'est-à-dire ne pas faire de concessions avec des noms de lieux qui s'ancrent sur un territoire. On reconnaît un peu des paysages des Cévennes et des gorges encaissées en Ardèche, mais voilà, pour la faune et la flore, j'ai respecté ces paysages-là. Mais l'histoire, en fait, est universelle, comme savent le faire plutôt les Américains. Et ça s'inscrit plutôt dans une logique de Jim Harrison ou de Cormac McCarthy, qui, eux, ont des personnages masculins très forts, en fait. Bon, Jim Harrison avait Dalva, mais on se retrouve à vouloir créer une femme dans un univers ultra hostile et d'essayer de le faire de manière, pas onirique, mais poétique et réaliste. Et l'idée, c'est d'arriver à avancer sur les deux pieds, d'avoir de la poésie, d'avoir du réalisme, et en fait de la beauté et de la violence. Et de faire aucune concession aux deux, que la beauté soit dans la violence et la violence dans la beauté. C'est très difficile. Mais tout ce que j'ai choisi pour cette femme a servi cette cause, en fait. Par petites touches, elle a eu des fêlures, elle s'est sentie être invisible dans la société moderne. Elle a toujours tout bien fait, elle avait un bon mari, elle avait tout ce qu'il fallait. Alors, on ne comprend pas pourquoi elle se sent si peu comprise et si peu entendue, mais elle n'a pas pris la parole, en fait. Elle n'a pas pris sa vie en main, et elle l'apprend à un moment donné. Alors là, c'est là que c'est assez particulier, c'est que ce n'est pas un roman d'initiation. Habituellement, dans ce genre d'histoire, on voit toujours quelqu'un débarquer dans un univers hostile, et puis on voit sa capacité d'adaptation. Là, on prend la personne, elle est, je crois, au bout de 6 ans dans la forêt. Donc, en fait, elle a déjà acquis toutes les compétences, sinon elle serait déjà morte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir comment elle a appris ces choses et pourquoi elle a choisi d'aller là, en fait. Et j'inverse un peu l'histoire. C'est pas là où elle va, c'est d'où elle vient, en fait. Et c'est pour ça que ces petites touches, c'est un peu comme un puzzle et un jeu avec le lecteur, parce qu'il veut toujours en savoir plus. Et d'habitude, les page-turners, c'est toujours sur une intrigue forte, avec une tension forte. Là, la tension ne réside que sur une seule chose, c'est le dialogue entre la nature et la femme. C'est une double narration où il manque toujours quelque chose. Il manque toujours une pensée, voilà. Et il y a un danger par-dessus. Et ce danger se rapproche, on sait qu'il est réel ou rêvé. On en vient à douter, en fait, est-ce que cette femme est folle ? Mais c'est pas une tension d'intrigue comme un thriller. C'est vraiment une tension très humaine, une peur, en fait. C'est vraiment une peur. Et vous dites que la nature a une grande place dans ce roman. Pourquoi avoir choisi le titre La femme paradis et pas plutôt un titre sur la nature, justement ? Alors, je suis très, très mauvais en titre. Mais simplement, c'est la première fois que j'ai trouvé un titre à un de mes livres. Mais La femme paradis, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que elle peut se lire sur 2 ou 3 degrés d'interprétation. C'est-à-dire, est-ce que c'est elle la femme paradis ? Est-ce que c'est le paradis pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est l'endroit où elle est qui est le paradis ? Et donc, on aurait mis les 2 mots, la nature et la femme, en même temps. Et on se retrouve à ne pas le savoir en tant que lecteur, et donc à ne pas connaître, à ne pas deviner la fin du roman, qui un peu révèle tout ça. Quel est son paradis et est-ce qu'il est présent, passé ou futur ? Une dernière question, c'est votre héroïne dans le roman explique que ce qui lui manque, alors il y a beaucoup de choses qui lui manquent finalement, mais ce qui lui manque le plus, c'est le café. Et vous, si vous étiez à sa place ou si vous deviez vous réfugier dans une forêt,
Qu'est-ce qui vous manquerait le plus ? Alors le café, c'est pareil, c'était une blague, mais c'est vrai que quand j'ai regardé comment on faisait du café quand on n'avait pas tous les succédanés qu'ils utilisaient durant la guerre, une fois qu'on a passé la chicorée, il faut torréfier des glands, et c'est vraiment pas très goûteux, c'est très amer, enfin beaucoup plus amer que le café, et il faut en plus trouver les bons chênes, d'ailleurs que je crois poussent plutôt en Tunisie, c'est des chênes qui se poussent plutôt sur le littoral méditerranéen, du côté des Alpes-Maritimes, etc. Mais voilà, elle le fait parce qu'elle l'a appris dans sa vie. Mais le café, là où c'est une plaisanterie, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre avec presque n'importe quoi, mais il nous manque toujours quelque chose. Et elle, dans sa vie de tous les jours, il lui manque ce petit rituel du café qui est quelque part une drogue qui fait battre le cœur un peu plus vite et qui lui donne des émotions. Et c'est pour ça que j'ai placé le café à ce moment-là. Moi, je pense que je pourrais m'en passer. Moi, je prendrais du thé, peut-être. Alors maintenant, on va écouter un extrait de votre livre qui se déroule au tout début pour comprendre un peu cette femme qui est prête à tout pour survivre. Dans les premiers temps, elle parlait à voix haute, mais la conversation des arbres et des rochers est limitée. Alors elle s'est tue pour mieux entendre. Le silence a tant de choses à dire. Elle s'entraîne à discerner les sons environnants. Au début, elle devait fermer les yeux pour se concentrer. Maintenant, elle en identifie et en isole des dizaines tout en vaquant à ses occupations. La palpitation de son cœur, le souffle de sa respiration, le pépillement d'un jet, le bourdonnement d'une guêpe, le sifflement d'un rapace, le croassement d'une grenouille, le tic-tac d'un pivert qui s'excite sur un tronc, la stridulation d'une libellule sur les berges, le clapotis de l'eau qui coule, paisible en été, furieuse en hiver, la bulle d'air qui remonte et éclate à la surface, le froissement des feuilles dans le vent. Elle a découvert que chaque espèce d'arbre possède sa propre signature sonore. Le frottement des gravillons poussés par une rafale plus forte, le craquement d'une brindille au passage d'une biche ou d'un sanglier, l'affolement des herbes sèches à la fuite d'un lézard ou d'un serpent, la vibration de l'air avant l'orage. Je n'ai plus parlé à un humain depuis 3 ou 4 ans. Le silence est surmontable. Cependant, le regard des autres me manque. À quoi bon s'habiller, s'appliquer, se dépasser ou créer sans retour, même muet? Les compliments me manquent, les disputes aussi. On ne grandit bien qu'en se cognant aux autres. Plusieurs individus sont passés le long des gorges, en groupe ou seuls. Certains sont remontés vers l'est par le pierrier, d'autres sont partis dans la direction opposée, en suivant la rive. La majorité était armée. Une fois, j'ai aperçu une petite fille accroupie qui puisait de l'eau. Elle devait avoir 4 ou 5 ans. Je m'inquiétais pour elle, je suis descendu à grandes enjambées. À mon arrivée, les abords du bassin étaient déserts. La petite fille était si légère qu'elle n'avait laissé aucune trace sur le sol humide. Je l'ai pistée 1 heure durant, sans résultat. Peut-être aurais-je pu m'intégrer à l'un de ces groupes. Après l'épisode de l'enfant, je n'ai plus jamais pris le risque de révéler ma présence. Peu après, un homme a bivouaqué très imprudemment à découvert, près du bassin, à l'endroit exact où se tenait la petite fille. C'est l'odeur du bois brûlé qui m'a alerté. Il avait mis une conserve à cuire sur les braises. Il l'a mangée à même la boîte,
ce qui semblait être des haricots à la tomate. Plus tard, il a ravivé les flammes pour lire une carte. Près de lui, une gibecière en cuir et, dessus, un long tube noir que je peinais à identifier. Il a éteint son feu en versant de l'eau et je n'ai plus rien vu. L'odeur de la fumée a flotté longtemps dans l'air. J'ai veillé jusqu'au matin pour ne pas manquer son départ. Il s'est éveillé aux premières lueurs du soleil. Il s'est arraché à son duvet, comme le papillon à son cocon, et a levé les bras à la verticale, prêt pour l'envol. Il s'est étiré dans cette position un moment et s'est déshabillé. Je ne parvenais pas à décoller mes yeux de son corps. Sa carrure manquait d'épaisseur, mais son buste en V s'appuyait sur un bassin solide et des cuisses musclées. L'homme avait un visage souriant et une barbe drue qui finissait sur un menton carré. Il a plongé dans le bassin avec l'enthousiasme d'un enfant et quand sa tête est reparue, son cri a résonné en écho dans les gorges, suivi d'un éclat de rire. Sa joie m'a contaminé, j'ai gloussé. Après quelques brassées, il est ressorti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, exceptionnellement, nous ne sommes pas en présence d'une autrice qui aurait changé de sexe depuis la publication de son roman, mais de son éditeur, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc, merci. Caroline s'excuse, mais elle ne pouvait pas être ici et elle remercie tout le monde pour cette sélection et puis voilà, pour toutes les lectrices et les lecteurs. Écoutez, merci à vous d'avoir mis ce murmure dans l'espace public. Alors, qu'est-ce que Murmure ? Eh bien, c'est un texte sur une lutte féministe, sur le corps des femmes empêchées. Alors, vous allez me dire, c'est un thème très en vogue et on a déjà lu plein sur ce thème-là. Mais Murmure est pourtant un livre bien singulier. Et je pense que ce qui fait sa singularité, c'est la forme de ce roman, qui est le 4e de son autrice. Et cette forme est extrêmement surprenante, puisque l'autrice fait éclater les murs entre les genres. Elle mêle habilement dystopie, poésie, récit historique et également fable. Alors tout ce dispositif est là pour nous parler tout d'abord d'un enfermement. Murmure commence par une longue plainte qui jaillit entre les murs d'une prison pour femmes, puisqu'on se situe dans un temps et dans un lieu où l'avortement est interdit et où les femmes qui perdent leur enfant sont coupables et sont enfermées. Alors, est-ce une dystopie ?
ou bien est-ce l'évocation d'une réalité contemporaine? On peut s'interroger puisque à la fin du texte, le Salvador est mentionné. Mais en fait, on ne sait pas exactement. En tout cas, ce qui importe, c'est que ces mots qui sont serrés dans d'étroites colonnes, comme vous pouvez le voir, racontent l'incarcération et la révolte de femmes emprisonnées. Et ce long cri entêtant qui s'étend dans cette première partie du livre va ensuite laisser la place à un deuxième texte qui raconte l'histoire d'une jeune femme violée qui tombe enceinte et qui choisit d'avorter. Alors là, on passe dans une autre dimension et dans une autre histoire qui, sans le mentionner, va évoquer et va nous faire penser au procès de Bobigny qui, en 1972, a inscrit le thème de l'avortement dans le débat public et a conduit à l'évolution de la loi. On reconnaît plus ou moins déguisés les personnages phares, les personnes qui ont été moteurs dans cette avancée législative et qui sont Gisèle Halimi, qui sont Simone Veil. Et entre ces deux textes, donc ce récit dystopique et cette histoire très inspirée de cet événement, de cet épisode français historique, entre ces deux parties va se créer un télescopage, une collision qui interpelle et qui rappelle aussi que finalement les frontières entre le cauchemar et le réel peuvent être poreuses et que la lutte n'est jamais finie. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à publier ce texte si singulier? Qu'est-ce qui vous a touché personnellement dans l'écriture de Caroline Dins? Alors, en premier lieu, il y a eu le texte qu'elle a écrit il y a 2 ans, Trincadis, sur Niki de Saint-Phalle. Et voilà, ce texte-là, par sa force poétique, par la manière qu'elle avait d'aborder la figure de Niki de Saint-Phalle, j'ai accroché immédiatement. Caroline Dins avait publié auparavant deux romans chez Philippe Ray. Et lorsque Philippe Ray a eu Trincadis dans les mains, enfin la première version de Trincadis, il l'a refusé parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il avait l'habitude de défendre. Et puis donc le texte m'a été proposé et voilà. Il y avait chez elle tout de suite quelque chose qui me parlait dans la manière de travailler la langue, le côté peut-être rage et en même temps poésie absolue de cette langue, et puis la manière d'éclairer en littéralement faisant éclater toutes les facettes de Niki de Saint-Phalle à travers un roman et en jouant justement aussi sur la forme. Donc lorsqu'elle est revenue 2 ans plus tard avec ce texte, la forme était là d'emblée. Et bon, c'est pas quelque chose qui en soi m'effraie parce que il y a pas mal de titres dans le catalogue de Quidam qui lient fond et forme. Donc je trouvais que la forme qu'elle proposait avait du sens, c'était pas un gimmick vide de sens. Immédiatement, on percevait quelque chose. Et il y a eu simplement une discussion entre elle et moi sur la manière de disposer ce texte d'emblée, parce qu'elle voulait impérativement 2 barreaux. Et 2 barreaux, le texte est vraiment serré sur une colonne, parce que c'est juste pour montrer l'image immédiate de l'enfermement et de la prison. Et donc, à 2 barreaux, ça ne fonctionnait pas, parce que ça occupait trop de l'espace et c'était trop difficile aussi pour lire. Et puis, il y avait cette manière aussi de montrer l'enfermement autrement, avec la cellule, les mots qui sont très resserrés dans un espace très délimité. Et puis, en même temps, ça faisait résonance aussi avec quelque chose qui est dans le texte, où cette femme qui est enfermée en prison, qui va peut-être être condamnée à des dizaines d'années de prison, cette femme-là était juste là pour une fausse couche. Et donc, il y a quelque chose qui est immédiat dans la manière de traiter le sujet, c'est-à-dire qu'on part sur une dystopie qui peut en partie évoquer La Servante écarlate ou un mélange entre La Servante écarlate et puis Fahrenheit 451, mais
tout de suite, elle s'intéresse vraiment aux personnages et ce qui se passe dans la prison, comment les femmes s'entendent entre elles, et surtout ce qu'elles se transmettent. Et en fait, ce qu'elles se transmettent, c'est un texte qui s'appelle Pièces, et qu'elles apprennent par cœur, et que se passe de femme en femme, de grand-mère à petite fille, de femme en fille, etc. Et ce texte, effectivement, il est travaillé d'une manière différente, et effectivement, il est en résonance totale avec notre histoire contemporaine, et en particulier le procès de Bobigny. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce basculement et cet équilibre entre deux textes qui, de prime abord, ne pouvaient pas être liés, et en fait, ils le sont pleinement. Et peut-être que vous pourriez nous éclairer, si vous avez eu le temps lors de conversations avec l'autrice, de parler de la genèse de ce texte. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de s'intéresser à ce sujet qui est quand même très en vogue, les luttes féministes, les corps empêchés, et qu'est-ce qui lui a donné l'idée de s'en saisir à son tour, et de s'en saisir sous cette forme qui est finalement assez étonnante et qui apparemment s'éloigne aussi de ce qu'elle avait fait précédemment, pas forcément pour le travail de la forme, mais ces deux textes précédents parlaient de figures de femmes, mais de figures artistiques. Donc pourquoi ce sujet-là ? Alors, c'est difficile de répondre à la place de Caroline, mais pour avoir conversé longuement avec elle plusieurs fois sur les différents textes, ça signe un engagement féministe. C'est-à-dire que même le texte qu'elle a fait paraître chez Philippe Ray sur Isabella Duncan montre ça aussi. C'est-à-dire elle a ce tropisme pour vouloir identifier des personnages féminins forts, et à travers eux, parler des femmes, parler de la manière dont la société se comporte vis-à-vis des femmes, la difficulté qu'il peut y avoir pour une femme d'exister, tant dans son art que dans sa vie sociale. Donc c'est un fil rouge féministe qui lit ces textes, et un fil rouge esthétique aussi. Alors oui, il y a ce fil rouge, effectivement, de ce qui est son engagement personnel, mais il y a aussi moi, ce qui m'intéresse vraiment fortement dès le départ, c'était le travail sur la langue, la manière qu'elle avait de travailler la langue, il n'y a jamais d'attendu, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui... On n'est pas dans un roman balzacien, on est vraiment dans une prise de risque maximale, tant dans le traitement de la langue que par, effectivement, la volonté de proposer une forme adéquate qui puisse répondre au fond de ce qui est proposé. Eh bien, justement, puisqu'on parle de cette langue qui est un mélange explosif de rage et de poésie, nous allons entendre un petit extrait qui va, je pense, vous donner une vision de ce que peut être la puissance de l'écriture de Caroline Dins. Donc, c'est un extrait qui se situe au début du texte, donc dans le passage dystopique où une femme est emprisonnée pour avoir fait une fausse couche, et elle va décrire son quotidien en prison. J'écris de chez les emmurés, les parquets, les claustrés, les assignés, les internés, les cadenassés, les séquestrés, les incarcérés, de chez les captives et les recluses, d'ici, de derrière les verrous et après l'écrou, de la geôle qu'est mon corps et de la prison où on l'a enfermé. Lit en vis-à-vis, couverture peluchée, photo punaisée, voilage sale, ombre des barreaux, table en bordel, plaque électrique, vieille bouilloire, lait concentré, sucre en morceaux, mouchoir en boule, confiture de fraises, cahier écorné, magazine déchiré, moulin à poivre, rouleau de PQ, canette de soda, café soluble, sachet de thé, rouge à lèvres, brique de soupe, jeu de cartes, fard à paupières, coton-tige, casserole, carafe, conserve, ketchup,
tampons, cendrier, cigarettes, allumettes, torchons, éponges, étagères, dentelles, plateaux, couverts, assiettes, bols, verres, bassines, égouttoirs, vêtements, chaises, fil à linge, épingles, serviettes, lavabo, miroir, mascara, savon, dentifrice, brosse à dents, chiottes, porte, verrou, encoche, mur, 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 mur. Pas que les murs qui se rapprochent. Le plafond aussi menace. Vivre en cellule sous une semelle de bottes, crantée, qui vous écraserait pareil qu'un insecte. Plafond et murs se contractent, compressent, compriment. Un jour viendra où ma cage thoracique finira par craquer dans un bruit sec de branches mortes. Pour l'instant, je cherche l'air désespérément. Ne sais plus où respirer, sauf dans mes yeux fermés. Le souffle manque, la voix chancelle, ma voix d'insecte, nuisible. Il faut pourtant s'arracher aux ailleurs des paupières, à l'exact endroit de ma tête posée sur l'oreiller, afin que ce soit la première chose que je puisse saisir du réel, portrait de nous. Se le remémorer à chaque réveil, ne jamais oublier à quoi ça ressemble d'être aimé et dehors. Je nous caresse, je nous regarde. Photo un peu passée, un peu ratée, prise à bout de bras, nos visages l'un contre l'autre en trop gros plans, tempes et mentons coupés, épinglés dans l'ombre d'un platane et une ivresse joyeuse. Un bar de village où nous nous étions arrêtés pour boire une bière, puis deux, puis trois, à laquelle il avait consenti, lui qui supporte mal sa propre image. Et pourtant, sa lèvre, si belle quand le sourire, et les rides au coin des yeux, en aile d'oiseau, comme celui qu'il a tatoué dans le dos. Mon amour! Ah! Certains jours, je pourrais nous sangloter comme des défunts. Non. Ne pas pleurer. Je m'efforce. Chercher autre chose à se mettre sous les yeux. Sur le mur, en coche. 4 traits droits barrés d'une oblique. En taille rainurée sur béton pour dénombrer les jours dedans. Pareil que dans les films. Ce n'est pas moi qui les ai gravés. Peut-être la prisonnière précédente ou encore celle d'avant. Mon premier jour ici n'ai su faire que cela. Les interroger du bout des ongles, essayant d'imaginer, de concevoir les années qui m'attendaient. L'enlisement dans les heures, l'eau qui goutte, les nuages qui filent, les saisons qui s'échinent, la nuit qui irrite, masse nouée de jours identiques au fond de la gorge, nasse du temps qui recommence, de quoi devenir cinglé.
bien, nous voici au dernier livre, last but not least, comme on dit toujours, le livre de Soufiane Kaloua, La vallée des Lazars. Donc, bonsoir Soufiane. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Alors, je vais me livrer d'abord à l'exercice compliqué du pitch. Alors, oui. Si ça ne va pas, vous me dites tout de suite. Donc, la vallée des Lazars. Alors, il faut dire la vallée des Lazars, c'est une vallée à la frontière du Maroc, dans laquelle le héros du roman Amir Hayami, qui est un jeune homme de 20 ans, revient après 6 ans d'absence. Alors, Amir est né en France, mais il connaît bien la vallée des Lazars, qui est le berceau, en fait, de sa famille. Et il revient à l'occasion d'un mariage. Jusque-là, tout va bien. Mais cet été-là va être celui de bien des découvertes pour lui. On va le voir tout au long du roman. Des épreuves même, des apprentissages. Il va, entre autres, revoir un cousin qu'il croyait être un héros et le voir d'un tout autre regard. Il va comprendre à la fois mieux la beauté, l'aridité, la vie, de la vie et des traditions de cette vallée magnifique. Et il va rencontrer l'amour, la trahison. C'est donc à la fois un récit initiatique, un roman d'aventure haletant, une histoire d'amour incandescente à la Roméo et Juliette. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il y a tellement de choses dans votre roman. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve que c'est complet, oui. Alors, je vais passer tout de suite à la première question. Alors, déjà pour vous situer, Soufiane Kaloua, vous êtes professeur de français en région parisienne. C'est votre premier roman. Oui. Et c'est sans doute pas le dernier. C'est une notation personnelle. Comme souvent pour les premiers romans, on suppose qu'il y a un petit peu d'autobiographie, évidemment. En tout cas, l'impression qui se dégage de ce roman, entre autres, parce que comme je le disais, il y a énormément de thèmes et de domaines qui sont traités, mais c'est quand même ce qui se dégage, une volonté d'expliquer au plus près, au plus intime, à mon avis, de la sensation, la complexité d'appartenir à deux cultures, et particulièrement cette obligation qu'il y a de s'adapter en permanence, s'adapter dans le pays où on vit, et dans le pays où on va, quand on revient à celui des origines de sa famille. Alors on ne sait pas si c'est une richesse ou une douleur. Je pense que c'est les deux. C'est une douleur parce que ça demande un travail, ça demande un travail sans cesse répété, parce que le narrateur donc va dans cet endroit tous les étés lorsqu'il est adolescent, jusqu'à ses 15 ans, et ensuite il y retourne. Et vu qu'il y retourne tous les étés, à chaque fois, c'est un travail qu'on refait, qu'on doit refaire, parce qu'on oubliait énormément de choses, ne serait-ce que la langue, par exemple. La langue s'efface en quelques mois, on oublie quelques mots, on oublie des expressions, et il y a une nouvelle adaptation à chaque fois. Et on a un accent en plus. Oui, et en fait, il y a, avec la langue, tout vient, en fait. L'accent vient, la manière de penser vient. La manière de penser change avec la langue, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de beaucoup travailler sur l'idée de traduction des personnages qui utilisent des expressions qui ne sont pas forcément dans notre langue. Et je voulais qu'on voit cette traduction, en fait. Cette traduction qui est à la fois un repère et en même temps quelque chose qui est susceptible de séparer les gens, ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Oui. Et il y a évidemment, le narrateur à 19 ans, il est encore très jeune, et il a peur de prêter le flanc en moquerie aussi, parce qu'il n'y a pas d'initiation. La seule initiation qu'il y a, c'est celle que lui offre son cousin, qui tarde à venir dans le roman. Et c'est aussi pour ça que son cousin est aussi important, c'est aussi pour ça qu'il aime autant son cousin, c'est parce que son cousin ne le traite jamais en étranger. Et alors que pour tout le reste, il est un invité. Oui, il est devenu un invité, en fait, étranger à cette famille, qui est quand même une famille qui garde beaucoup les traditions, voilà. Donc on est vite en dehors, quand même. Oui. En fait, c'est un endroit qui est inspiré d'un endroit qui existe, mais je voulais vraiment que ce soit un endroit très romanesque. Le véritable endroit, j'y allais chaque été quand j'étais jeune et adolescent, et je trouvais cet endroit très romanesque, justement. Je me suis nourri de cet endroit, et je voulais en faire une scène
où il peut se passer énormément de rebondissements, énormément de choses romanesques. Je vais encore utiliser ce mot parce que mais c'est exactement l'impression qui se dégage quand on lit le roman. C'est un roman romanesque, un roman d'aventure. Ouais. Et cet endroit, vous l'avez dit, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est coupé. C'est une sorte de no man's land. C'est une vallée coupée du reste du pays. Il faut le décrire un peu parce que vous faites des descriptions extraordinairement belles. Ce qui est difficile, l'exercice de la description de paysage n'est pas facile. Et quand on vous lit, on sent les odeurs. Alors, pour la description, j'ai utilisé des points de vue. En fait, c'est une méthode. J'ai utilisé des points de vue. Ça permettait de mieux voir la vallée. J'ai piqué une expression à mon père aussi. Je parlais de traduction tout à l'heure. Il y a l'expression dans le texte, c'est le personnage surplombe la vallée. Il est dans un point en hauteur, un point de vue en hauteur, et il dit que on peut étendre nos yeux comme on étend nos jambes après une longue journée de travail. Il y a le même bien-être à étendre ses yeux en regardant à l'horizon. Et c'est une expression que j'ai piquée à mon père et qui est, pour le coup, qui est pas en français à l'origine. Mais c'est une expression courante en arabe. Ah non, c'est juste la poésie de mon père. Et je l'ai traduite et je trouvais que ça fonctionnait parfaitement parce que ça donne une sensation, oui, c'est une sensation de voir. Oui, mais c'est ça, on comprend très bien. Effectivement, cette sensation, ce plaisir qu'on a à découvrir un paysage vaste et varié en même temps. Oui, c'est montagneux, c'est rocheux. Il y a de la végétation et j'ai aimé énumérer des noms d'arbres qui peuvent faire rêver un peu. Alors, moi, je parlais de la description des paysages, mais il y a énormément de personnages aussi dans ce roman. Et alors, une des particularités et le charme de ce roman, c'est le mélange des genres. Alors, on parle même dans la presse de western à propos de votre livre, mais c'est aussi un récit très intimiste, puisqu'il y a, vous l'évoquiez, toute cette description des sensations du narrateur qui revient, et qui se pose beaucoup de questions sur sa place dans la famille et dans le monde même, finalement. Et puis, c'est aussi une histoire d'amour. Est-ce que c'était un choix dès le départ, ce mélange des genres, ou est-ce que c'est une sorte de recette de se dire chaque genre va nourrir l'autre, ou est-ce que finalement vous n'avez pas réussi à trancher? Je pense que chaque genre nourrit l'autre et chaque élément en amenait un nouveau. En fait, l'endroit permettait le western. Et cette géopolitique des deux familles qui sont l'une face à l'autre aussi. Oui, il y a une histoire de deux familles rivales. C'est pour ça que je parlais de Roméo et Juliette tout à l'heure, qui se haïssent. On ne sait plus très bien pourquoi, d'ailleurs, depuis, on ne sait pas, des siècles peut-être. Et et donc les rapports entre ces deux familles amènent aussi le côté western. Et sachant que le narrateur a 19 ans, je voulais parler d'une histoire d'amour parce qu'il a 19 ans et parce que c'est un endroit aussi où le mariage est très important. C'est un roman familial aussi, et les familles, il y a, comment dire, deux choses importantes dans les familles, les mariages et les naissances, trois choses, les mariages, les naissances et les morts. Et les morts, oui. Il y a aussi une histoire de mort. Et il fallait, ça vient avec l'histoire de famille. Et donc, avec les thèmes traités, venaient plusieurs éléments comme ça. Alors, parmi ces éléments, justement, et qui sont au cœur de ces éléments, ce sont les femmes. Alors, c'est très intéressant, votre façon de décrire ces femmes, parce que elles sont à la fois tout à fait dominées par des traditions tout à fait patriarcales qui sont encore en vogue, on va dire, lorsque vous écrivez ce roman. Et en même temps, elles sont très puissantes, ces femmes. Donc c'est un mélange fascinant, en fait, qui donne lieu à des personnages aussi attachants que fascinants, de femmes très particulières. Alors oui, sachant que c'est un roman familial, il y a les générations, et donc je pouvais parler de plusieurs personnages féminins dans plusieurs générations différentes. Et dans ces familles, c'est des matriarcats en fait. Les deux familles sont
à la tête de ces deux familles, il y a des femmes. Et c'est... je me suis inspiré de quelques personnes qui existent, mais en vérité, je trouvais ça beaucoup plus intéressant à traiter que... Elles étaient plus intéressantes que les personnages masculins qui pouvaient être à la tête de ces familles-là. Enfin, Ouais. voilà. Oui, du coup, ça génère effectivement des surprises aussi, parce qu'il y a des retournements de situation du fait que ces femmes qui normalement ne devraient pas avoir voix à la parole, enfin, c'est ce qu'on croit, nous, lecteurs, finalement. Il s'avère que pas du tout. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut lire le livre. Alors, écoutez, en fait, j'avais plein d'autres questions à vous poser, mais le temps passe. Alors, je voulais vous parler des paysages, on l'a fait, du curieux mélange entre la haine ancestrale et le sens de l'hospitalité traditionnelle, qui sont aussi forts l'un que l'autre, mais j'aurais pas le temps, et donc il y a quand même une question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous avez conduit cette vieille Renault 12 verte ? J'ai été conduit plutôt dans cette Renault. Elle existe. La Renault 12 bleue, si je me souviens bien. Et oui, c'est chaotique c'est chaotique et c'est une aventure, oui. Oh, c'est merveilleux. Alors, on va écouter un extrait de ce roman tout de suite. Donc, La vallée des Lazars. L'extrait qu'on a choisi, c'est au début du livre, en fait. C'est l'incipit du roman. Donc, le narrateur, je vous rappelle, Amir Hayami, qui, au moment du début du roman, est un vieil homme et qui va raconter à sa petite fille d'où elle vient. Si toute généalogie prend la forme d'un arbre, la tienne commence par une bouture. Ton arrière-grand-père a quitté son Maroc natal à 19 ans. Il est arrivé en France au début des années 60, vite rejoint par son épouse. J'ai été leur seul enfant, héritant des racines, mais planté dans un terreau nouveau. Mes parents ont mis un point d'honneur à m'apprendre l'arabe de leur jeunesse. À ma grande honte, je n'en ai pas fait autant avec ta mère. Elle ne parle pas arabe, elle est allée une poignée de fois au Maroc. Et toi, à 20 ans, tu n'en connais ni la langue, ni le climat, ni les visages. Entre la bouture et les bourgeons récents, plus d'un demi-siècle d'écart et des branches au tournant inattendu. Nous étions une famille d'exilés. Ce n'est pas le cas pour toi. Aujourd'hui, fille de ma fille, tu es d'ici et tu appartiens à cette terre. C'était inévitable, je m'en rends compte maintenant. Puis-je te forcer à ressembler à mes parents, toi qui es né des décennies après leur arrivée? Puis-je te reprocher de ne connaître ni leur langue, ni leur famille? Aujourd'hui, pendant que j'attends le jour qui me fera retourner pour la dernière fois sur la terre de mes ancêtres, j'ai cette pensée que dans 30 ou 40 ans, mes descendants me seront parfaitement étrangers. L'identité qu'on m'a inculquée et que j'aurais pu transmettre à ta mère sera perdue. Les terres d'origine s'oublient, les dynasties s'exilent, et si l'on n'y prend pas garde, très vite, rien ne subsiste de nous, ni de nos parents. Aussi, j'ose un dernier effort. Je m'offre une pause dans cette course de l'oubli pour te raconter une histoire. Et tu en feras de même à ton tour, un jour où tu auras mon âge. L'histoire d'une famille ne peut se contenter d'un seul récit, alors je te charge de questionner ta mère, de lui demander toutes les anecdotes qu'elle connaît sur nous. Pour ma part, je t'en raconte une qu'elle n'a jamais entendue, celle que je préfère. Je l'ai soigneusement choisie parce qu'elle contient toute l'essence de la famille de mon père. L'histoire d'Haroun Hayami. Je vis Haroun pour la dernière fois l'été de mes 20 ans. À cette époque, à cause du travail de mon père et du divorce de mes parents, je n'étais plus allé au Maroc depuis 6 années. Je finis par m'y rendre avec mon père.
dont le retour au pays était devenu urgent. Il devait régler des affaires concernant un terrain hérité et retrouver sa sœur, ainsi que sa nièce qui allait se marier. J'appréhendais ce séjour. J'avais peur de ne plus savoir assez bien parler l'arabe. J'angoissais à l'idée de revoir mes oncles, tantes et cousins, et surtout, j'étais terrifié par mes retrouvailles prochaines avec Haroun, né le même jour et la même année que moi, mon jumeau, ou mon cousin préféré, comme j'aimais à l'appeler lorsque je parlais de lui à mes amis d'ici. L'expression n'avait plus beaucoup de sens. Et je ne le connaissais plus réellement à cette période. La dernière fois que je l'avais vu, nous étions des enfants encore, nous avions 13 ou 14 ans. Les gens changent beaucoup en 6 ans à cet âge-là. J'avais quitté un enfant. Je m'attendais à retrouver un adulte. Donc un extrait de La Vallée des Lazars de Soufiane Kaloua aux éditions Agulot. Merci. 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 Un géant merci à Julie et à David. Et un immense merci également à tous les membres du jury et aux auteurs qui sont venus donc partager ces moments-là, ces moments d'échange sur leurs ouvrages. Bon, ça va être le moment que vous attendez tous, en tout cas en partie, puisque ça va bientôt être le moment d'annoncer la mention du public, c'est-à-dire le choix des lecteurs, l'ouvrage parmi les 5 finalistes qui vous a le plus touché par son style, ses mots, son histoire, son intrigue, ou tout à la fois finalement. Et c'est un prix important, c'est une récompense importante, la mention du public, parce que ça prouve, ça montre beaucoup de choses, mais ça prouve entre autres que à travers l'écriture de soi, on peut toucher autrui. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la littérature. Et je vais donc vous demander d'applaudir Julie qui va nous apporter l'enveloppe scellée avec le nom. Avec le nom du lauréat ou de la lauréate de la mention du public. Elle est bien scellée. Hein. Je la déchirerai comme une enfant. Donc, la mention du public 2023 est attribuée à Caroline Bouffot pour Thelma, parue aux éditions Fugue. Bravo à elle, bravo à eux. Je vous invite à monter. Bravo, je vous laisse mon micro pour dire un petit mot. Merci beaucoup, je suis très touchée, très contente et très fière. Donc, merci. Et qu'est-ce que ça fait, comme je disais justement, la mention du public, donc, ça permet de toucher autrui.
Et aussi, je me disais, notamment sur un texte qui quelque chose de très personnel, qu'est-ce que ça fait de savoir que c'est quelque chose qui a été apprécié par beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément connu ces choses-là? C'est dur comme question. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais moi, dès le départ, j'avais pas envie d'écrire un témoignage ou de raconter ma vie. Donc, dès le départ, le projet, c'était de faire de la fiction à partir d'un conflit adolescent qui aurait pu être tout autre chose que l'anorexie, qui aurait pu être l'addiction ou autre chose. Donc, je suis contente que ça touche plus largement que les personnes qui ont été confrontées à ce genre de maladie. Un immense bravo à Caroline Bouffot. Merci. Bravo. 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 Et je profite aussi de ce moment pour saluer une jeune maison d'édition, les éditions Fugue. C'était donc ce texte, c'est leur premier roman, d'une toute jeune maison d'édition qui est née il y a quelques années. Donc c'est pour nous à la fois un grand plaisir d'être dans la découverte aussi d'une nouvelle maison, d'une nouvelle autrice dont c'est également le premier roman. Et Sophie, peut-être que tu peux présenter très brièvement la maison et la faire découvrir aussi du coup plus largement. Merci Gaëlle et merci surtout aux lecteurs et aux lectrices qui ont voté pour ce roman, qui est effectivement un premier roman, mais aussi le premier roman publié par les éditions Fugue, qui ont tout juste un an. Notre première parution était en octobre 2022. Donc voilà, c'est notre premier anniversaire. C'est une très belle façon de le fêter, évidemment. Et donc les éditions Fugue publient et des romans, donc des ouvrages de littérature française et aussi des livres sur la musique. Voilà, deux collections distinctes, mais qui se rejoignent évidemment très souvent. Je voudrais aussi dire juste un petit mot puisqu'on a parlé beaucoup d'indépendance et de liberté. Et effectivement, c'est quand même le maître mot, les maîtres mots, me semble-t-il, de la soirée, et ce qui nous réunit tous les éditeurs et tous les auteurs qui sont là ce soir. Et je voudrais aussi saluer l'audace de Caroline, parce que je voudrais quand même mentionner le fait que d'une part, on ne se connaissait pas avant de décider, et qu'elle décide de se lancer avec nous dans cette aventure. Et non seulement on ne se connaissait pas, mais en plus la maison n'existait pas. Voilà, donc c'est quand même une autrice d'un premier roman qui décide de publier son livre dans une maison d'édition indépendante qui n'existe pas. Donc moi je dis bravo. On va profiter de ce moment pour faire une petite photo. C'était l'instant People. Et nous allons maintenant remettre le prix hors concours à l'auteur, à l'autrice qui remplacera, ou qui fera suite en tout cas, à Netonon Noël Djekeri, qui avait remporté le prix hors concours en 2022. Pour cela, je vais d'abord commencer par remercier des personnes sans qui ce prix ne se ferait pas. J'ai commencé tout à l'heure et je vais poursuivre aussi avec des personnes importantes pour nous qui sont Arctic Paper, Fontaine aux Livres, le distributeur Pollen, Babelio, l'EMI et le syndicat de la librairie française, mais aussi toutes les personnes qui travaillent toute l'année sur le prix, notamment nos graphistes de l'agence 34 Studios, Aurélie Serfatier-Berkoff qui s'occupe des relations presse, Anne-Laure Castagnier qui s'occupe de la bibliothèque hors concours et de faire en sorte qu'elle soit mise en page, et Sandrine Flash, notre correctrice. Donc je les remercie sincèrement. Et je vais appeler les membres du jury à revenir sur scène. Isabelle Motreau, Stéphanie Dupays, David Medioni, Cécile Truy. Isabelle, David, Stéphanie, Cécile, qui étaient également accompagnés d'Inès de la Motte Saint-Pierre et de Stéphanie Caillat pendant cette délibération d'anthologie qu'on a vécue il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, dont
dont on se souviendra, qui était un moment... peut-être que pour Christine, c'était sa première délibération, donc je vais te laisser juste peut-être dire un petit peu ce que c'est que d'être dans une délibération d'un jury d'un prix littéraire. Alors, quand Gaëlle m'a demandé mes sensations suite à cette délibération, je vais être courte. En fait, pour moi, le mot qui m'est venu immédiatement, c'est intensité. Et ensuite, l'image qui m'est venue, c'est comme un concert de Bruce Springsteen ou de Beyoncé au choix. C'est 4 heures d'intensité, intense, forte. Mais quand on en sort, on sait qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Alors je confirme, on a vraiment passé 4 heures à parler des livres, à ne parler que des livres, à ne parler de rien d'autre que des livres, des textes, de ce qui se passait à l'intérieur, des personnages, des ambiances, des types d'écriture, de la façon dont c'était structuré, dont c'était amené, etc. Et alors, ce qui est super intéressant dans ces moments-là, c'est qu'en fait, généralement, j'aime bien, avant la délibération, demander à chacun, alors, c'est quoi ton préféré? Alors, il y a ceux qui m'ont dit, Gaëlle, tu le sais quand même. Alors, non, je ne savais pas. Il y a ceux qui m'ont dit, pour moi, il y en a un. OK. Donc, en fait, j'arrivais jamais à avoir des indices. Mais ce qui est à peu près, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, tout le monde a changé d'avis. Et ça, je trouve assez extraordinaire en littérature, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'objectivité. Il y a une certaine forme d'objectivité au sens où, évidemment, il faut qu'un livre soit... et les attributs d'un livre, tous les attributs d'un livre. Mais après, ce qui fait la magie d'un livre, c'est justement cette part de rencontre en fait, qui se fait entre un auteur et un lecteur. Et c'est aussi la façon dont on va pouvoir en débattre tous ensemble, avec chacun de nos personnalités, et faire que le jury du prix hors concours aurait peut-être pas choisi le même titre que le jury d'un autre prix littéraire. Parce que c'est la somme de ces individualités qui fait sens et qui permet de dévoiler en fait, le prix et l'essence de l'auteur. Mais je vais aussi vous donner la parole parce que j'aimerais vraiment que vous entendre aussi sur... Je ne dévoilerai pas les punchlines. Il y a eu quelques punchlines bien sanglantes, saignantes, drôles. Mais je vais laisser la parole à Isabelle pour nous dire un petit peu comment tu avais ressenti ce moment aussi. Oui, c'est vrai que c'était une année particulièrement intense en débat et en discussion. Alors, moi, je trouve qu'on n'a pas totalement changé d'avis. Enfin, il y a des choses qui étaient quand même des coups de cœur qui sont restés. Mais c'est vrai qu'on a bien débattu sur des thèmes, des arguments qu'on a réussi à s'échanger en restant sans en venir aux mains. Hein. Et parfois, c'était difficile. Il y avait des boulettes de pain qui volaient quand même à un moment. Il y a eu des boulettes de pain, c'est vrai. Mais enfin, on a quand même réussi à garder notre cap. Mais oui, c'est vrai, en parlant beaucoup de littérature, avec ce que ça peut avoir de plus vaste, en fait, parce qu'en parlant de littérature, on parle de plein d'autres choses, en fait. Et c'est très révélateur et du coup très intime. Et c'était vraiment une belle délibération. Et Stéphanie, toi tu es journaliste critique littéraire au journal Le Monde. C'est ta première délibération avec hors concours. C'est la première fois qu'on a vécu cette expérience ensemble. Et c'était un plaisir aussi de sentir... c'est un plaisir pour nous aussi de savoir qu'on a des journalistes qui ont envie aussi de participer au prix hors concours, qui nous en font la demande. Et ça a été une joie de te faire rentrer dans cette... voilà, ce qu'on appelle un cercle. Et donc, du coup, je serais très heureuse de savoir aussi, toi, comment tu as vécu ce moment. Eh bien, moi, d'abord, j'ai horreur des prix. J'ai horreur des histoires de tractation, de toute l'opacité qu'il y a derrière les prix. Et puis, j'aime pas non plus l'idée que la littérature, c'est un concours d'obstacles où il n'y en a qu'un à la fin. Et pourtant, j'ai voulu participer au prix hors concours, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il défend l'édition indépendante, qui est une édition qui fait un petit peu autre chose que le commun de la grande édition.
Et aussi parce que lors de ces délibérations, on n'a parlé que des livres. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'écriture, on a parlé de ce que ces voix nous racontent. Et finalement, ces délibérations se sont fondées sur qu'est-ce que la littérature doit... quelle voie défendre aujourd'hui, quelle tendance dans cette diversité qu'on a eue devant les yeux, quelle tendance faut-il encourager, pousser, mettre en avant. Donc ça a été 4 heures de discussions passionnées où on a pu confronter nos points de vue. Et donc je suis absolument ravie d'intégrer ce jury. David, alors ça fait quelques années déjà qu'on a la chance de vivre ce moment ensemble. Et je pense que tu pourrais... C'est le roi de la punchline. En général, s'il y en a un qui nous en sort dans une délibération, c'est souvent David. Donc je pense que tu vas pouvoir t'exprimer. Eh bien, merci Gaël, merci surtout à tous les auteurs et éditeurs qui nous ont permis de vivre cette soirée, qui nous permettent de vivre des magnifiques soirées et surtout des magnifiques moments de lecture à chaque fois qu'on se retrouve pour délibérer. Et moi, à chaque fois que je vais à la délibération du prix hors concours, effectivement, on a toujours une petite idée, peut-être des fois 2 idées. Souvent, Gaëlle, elle nous sonde. C'est toujours un peu difficile de lui dire ce qu'on a aimé. Donc voilà, on essaye de faire planer le mystère. Et moi, je me dis toujours, de toute façon, ça ne sera pas une soirée plat du pied sécurité, comme on dit au football. C'est-à-dire vraiment le plat du pied qui assure les choses. Et en fait, la soirée hors concours, du jury hors concours, c'est vraiment une soirée où en tout cas, on confronte ses avis, on recherche vraiment la concorde entre nous. Et ce qui est beau, c'est le cercle qui a été créé finalement entre les différentes individualités et la façon dont ce cercle arrive à trouver une joie commune dans le prix qui est décerné chaque année. Et donc pour ça, si on veut encore de moi l'année prochaine, je serai là. Merci à tous et bravo à tous les auteurs parce que vraiment on a passé des très très bons moments de lecture. Ça nous a beaucoup touchés tous et toutes et c'était très juste ce que tu disais sur le corps, Gaël, au tout début de cette cérémonie. Merci. Et donc les médias aujourd'hui n'existent pas sans les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle on a fait appel aussi à Cécile Truy. Cécile qui est influenceuse littéraire et qui a un Instagram qui s'appelle Le Passage des mots. Et du coup, c'était aussi vraiment l'idée de se dire que l'édition indépendante intéresse tous les médias, que ce soit la télé, la radio, la presse quotidienne, la presse magazine, la presse internet, mais aussi les influenceurs littéraires avec tout ce qu'on connaît de BookTok, Bookstagram, etc. Et donc voilà, pour la première fois, on a eu aussi la chance d'avoir Cécile parmi nous pour cette délibération. Donc moi, j'étais ravie de faire partie de cette belle aventure et justement de pouvoir représenter aussi d'autres comptes Bookstagram. J'ai beaucoup aimé l'idée de venir défendre un livre de l'édition indépendante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les grands noms d'éditeurs, mais un peu moins les petites maisons. Et j'ai passé une très belle soirée pour la délibération. Je pensais qu'on allait tous plus ou moins avoir les mêmes coups de cœur, et finalement pas du tout. Et finalement, c'est entendu pour un livre, donc c'était génial. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir accepté de m'avoir pris pour votre prix. Merci. Et donc arrive le moment où l'annonce va se faire. Je demande à Julie d'arriver. Merci. Alors, 2 choses importantes. La première, c'est que, vous l'avez compris, on a vraiment aimé tous ces livres et tous ces livres ont vraiment quelque chose à dire. Ils sont tous en dédicace à la librairie qui est en face de la Maison de la Poésie. Vous pourrez en profiter aussi pour discuter avec les auteurs directement si vous le souhaitez. La deuxième essentielle, c'est qu'on boira un verre tous ensemble après cette cérémonie. Donc ce sera un grand plaisir de le partager avec vous tous.
La troisième, c'est que pour la première année, nous aurons une dotation pour le prix. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà, les choses grandissent. Et donc une des deux enveloppes est un chèque. Je ne vous donnerai pas le montant. Très élevé. Le prix hors concours 2023 est attribué à Soufiane Koualoua pour La Vallée des Lazars, paru aux éditions Agulot. Merci infiniment, merci à l'Académie hors concours. Je suis très heureux de faire partie de ce prix-là. Et merci à vous toutes et à tous d'être venus. Et voilà, merci infiniment. Vraiment, le livre est sorti en février dans la formidable maison d'édition Agulot. Et je suis très heureux qu'il vive encore aujourd'hui et que vous le fassiez vivre encore aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci d'avoir été là ce soir, merci d'avoir suivi avec autant de concentration toutes les rencontres que vous avez pu faire ce soir, ces interviews, ces lectures, d'être parmi nous, de faire vivre le prix tout au long de l'année, d'être des lecteurs assidus, de faire partie du comité de lecture, d'être avec nous à tous les moments, et en tout cas à ce moment qui est très important et qui était un grand moment pour nous. Je suis vraiment ravie et on va tous se retrouver dans quelques secondes autour d'un verre. Merci. Merci.